Quelques mots à présent, si le temps me le permet, sur le fil conducteur de cette journée, avant de vous lire pour conclure quelques belles pages de Proust et d'Escarpie. Le document d'abord, alors je crois qu'il ne se comprend pas si on ne fait pas référence au système ternaire du corps, du texte et de l'outil qui survit à tous les rêves, y compris peut-être le rêve cybernétique. Le document, c'est et ça reste pour nous au quotidien l'ensemble constitué d'un support et de l'information qu'il porte, de quelque nature qu'elle soit. Un ensemble, une information textuelle, iconographique, audiovisuelle, etc. Et on lit dans le dictionnaire de 1991 des termes d'archives publiés par l'École des Chartes et la FNOR, le dictionnaire des archives français, anglais, allemand, on lit cette merveille, document, singulier du mot archive. Alors j'ai appris en préparant cette journée que cette merveille était due à Marie-Claude Delmas, que je voudrais évoquer, parce qu'elle a été conservateur chargée du service des Sceaux aux Archives nationales, de 1993 à 2000, mais ensuite du département de la conservation, et c'est elle qui a organisé sans doute le premier grand récollement topographique des archives nationales d'ensemble pour les déménager dans leur nouveau site admirable de Pierrefitte-sur-Seine. Autrement dit, elle en connaît un rayon, si je puis dire, Marie-Claude, et elle a fait ranger à nouveau par toutes les équipes, elle a impliqué les conservateurs aussi, ce qui n'était pas si simple, je crois, dans cette affaire de faire bouger des liasses et des registres d'un endroit à l'autre. Et elle dit ça, document singulier du mot archive. Singulières archives, en effet, qui renvoient, comme l'ont montré Olivier Poncet et Étienne Hanheim dans un numéro spécial de la Revue de Synthèse, consacré aux archives en 2004, à des personnes et à des lieux tout le temps. Les livres d'histoire contiennent toujours des noms de personnes et toujours des noms de lieux, et le récit historique suit généralement l'ordre du temps. Il y a là deux vraies singularités de l'histoire parmi les sciences sociales qui ont été en leur temps repérées et développées par Michel de Certeau, de même que le fait très lié à la nature même des archives que l'objet d'une recherche en histoire est rarement défini avant que ne commence la recherche, et notamment la recherche en archives, mais pas que. Dans un texte lumineux sur le mythe des origines en histoire, Certeau prend la défense des manies de l'historien. Je cite, concernant le document manie qu'il range parmi les passions légitimes, de la façon suivante. L'histoire peut-elle assurer une communication avec le passé? Parviendra-t-elle à découvrir tels qu'ils furent, les chrétiens et les jésuites d'hier, à ne pas les transformer en bibelots et en arguments, à ne pas changer ces chairs disparues maquillées selon les exigences d'une théologie ou d'une apologétique et destinées à satisfaire nos avidités, nos peurs ou nos polémiques. Il n'y a pas d'histoire véritable qui n'aspire à cette rencontre, qui ne quête la résistance des autres et qui n'éprouve ou ne fomente cette hérésie du présent, cette hérésie du passé par rapport au présent. L'historien refuse de tout voir avec les yeux d'une culture de sa culture, il a le goût de l'autre. Son travail, et jusqu'à ses manies, sont au service de ce désir. Sans doute est-ce la raison lointaine et profonde du prix qu'il attache au moindre fait, à la moindre miette de l'histoire. On voit arriver le document, ce n'est qu'un grain de sable, mais il enraye la logique d'un système. Ça, c'est dans le mythe des origines, dans la faiblesse de croire de Certeau. Le fond, à présent. Alors le fond, c'est, nous dit le même dictionnaire, un ensemble de documents de tout type, constitués de façon organique par une personne ou une collectivité, publique ou privée, le producteur du fonds, dans l'exercice de ses activités et en fonction de ses attributions. Cette notion s'oppose à celle de collection, nous le savons. Un fonds peut contenir un ou plusieurs sous-fonds. Voilà, il y a un sous-fonds Escarpie et son travail, et un sous-fonds Nicole Robin, et un sous-fonds ILTAM, etc., dans tous les organismes qu'il a créés, dans le fonds Escarpie. Le cas échéant, hiérarchisé en plusieurs niveaux, mais un fonds peut contenir une collection, et ça, c'est une découverte récente, enfin, c'est pas une découverte, mais on l'applique dans les bibliothèques désormais. Par exemple, le fonds Romain Rolland inclut la collection d'autographes qu'il a constituée, et qui, finalement, que ce fonds englobe et explique. Retenons l'élégante définition espagnole du fonds citée par le Manuel français d'archivistique de 1970. Le fonds est, je cite, la dénomination que l'on substitue au terme archive quand les archives d'un organisme viennent faire partie d'autres archives plus vastes.
Cette définition souligne l'importance du lieu dans notre travail et du lieu et par conséquent des frontières d'archives. Plus il y a de lieux, moins il y a d'idéologie, nous le savons bien, et c'est une réalité de chaque classement qui peut même pousser certains à aller trop loin, dans un esprit ronchon, voire destructeur, refusant ou démontant malicieusement à coups de documents tout essai de généralisation. Et c'est ce qui faisait dire dans ma jeunesse, par mon maître, Georges de Tancre, que le chartiste est un loup pour le chartiste, parce qu'il vient montrer avec son petit document que l'autre a eu tort, etc. Toute la journée, on va évoquer les documents originaux et les fonds, ce qu'ils sont, ce qu'ils restent sans doute sur la terre ferme des archives analogiques et ce qu'ils deviennent, ou plutôt ce que deviennent les images d'une partie d'entre eux, en voie d'affaiblissement quantitatif relatif, il faut y insister, dans l'océan du web et sous le déluge des données. Nous ne parlerons pas du tout du problème des archives électroniques natives, qui est un tout autre problème qu'il convient de ne pas faire interférer si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les originaux qui nous restent et que nous cotons, eux-mêmes fragmentaires et morcelés par rapport à ce qu'Escarpi nommait l'environnement écrit de l'homme et dont Foucault faisait une partie de ce qu'il a appelé l'archive. Le reste étant, si j'ai bien compris, le discours complet de chaque homme au cours de sa vie. On peut facilement montrer, données chiffrées à l'appui, le fait que les images d'archives en ligne sont par nature elles-mêmes fragmentées et parcellaires par rapport à des originaux qui les dépassent largement. Et même après élimination réglementaire, ce flux de la collecte contemporaine dépasse largement le rythme de la numérisation. Et par conséquent, et décrit probablement beaucoup mieux que les archives en ligne, la réalité locale de nos dépôts locaux dans tout son caractère concret. À l'intérieur des archives comme archipel du passé, une numérisation qui égratigne une masse, découpe avec des critères de commodité, de financement, de popularité ou de pure subjectivité rarement annoncée, d'autres archipels plus petits mais plus visibles. Ceci dit, concernant le vaste et sérieux sujet des archives électroniquement natives, il y a parmi nous aujourd'hui, où il y aura ma collègue Delphine Jamet, qui mène le projet de plateforme d'archivage électronique au département de la Gironde. Il y a Tiffaine Amonique, que j'ai salué tout à l'heure, qui est venue la rejoindre. Et vous pouvez les interroger sur ces sujets dont j'ignore à peu près tout. Ma conviction est que de grands progrès peuvent être... mais que j'estime beaucoup quant aux efforts intellectuels qu'ils représentent et aux efforts plus larges qu'intellectuels, en fait. C'est très difficile, les archives électroniques natives, on y arrivera sans doute. Ma conviction est que de grands progrès peuvent être faits dans nos interfaces de mise en ligne de certains inventaires et de certaines images, en intégrant les images dans les inventaires et en reconnaissant franchement qu'elles ne représentent jamais la totalité d'un fond. En décloisonnant d'autre part peut-être les sous-ensembles séparés que sont trop souvent les récollements topographiques qui font fonctionner les salles de lecture et les bases de données d'inventaire qui sont entrées dans le lit de Procuste d'un autre côté d'une normalisation à laquelle on ne doit pas résister, certes, mais qu'il faut souvent compléter par des pas de côté. Pour faire ces progrès, la sémantique, c'est-à-dire la langue de nos sites, me paraît en outre devoir être examinée de près. Quelle est la langue des sites internet d'archives et cette langue n'est-elle pas en retard, malgré son aspect moderne, sur celle que nous, archivistes, magasiniers, agents d'accueil, parlons avec nos lecteurs et qu'ils parlent entre eux quand ils sont en présence les uns des autres en salle de lecture et quand ils sont en présence des originaux. Les éléments de sabir technique de la langue que nos sites internet présentent trop souvent paraissent asseoir notre autorité, mais en réalité la défendent sournoisement. La langue n'est pas perdue, mais elle est singulièrement, je crois, hétérogène et imprécise. À côté du bouton « Search », il manque peut-être le bouton « Browse » dont nous parlerons. Je ne sais pas si j'ai le temps de citer longuement Escarpi et Proust, mais je voudrais bien le faire. On est en train de dériver. Oh, pas tant que ça va. Escarpi, dans sa théorie générale de l'information et de la communication, que m'a fait lire mon voisin pendant tout un été, en 1976, parle... Il y a un passage... Oui, c'est pas l'été de 76, mais enfin bon, le temps n'a pas d'importance dans les archives. C'est l'été dernier. Il parle en 1976 d'une chose qui m'a passionné.
Alors d'abord, c'est un bouquin drôle parce que de temps en temps, Escarpi, dans une théorie générale de l'information et de la communication, par laquelle il essayait une nouvelle discipline universitaire, c'était très solennel, il se met à dire et à imprimer. En ce moment, j'écoute France Inter, il y a une émission un horoscope qui passe, ça m'amuse, je pense à ça, puis après il revient à son sujet. Eh bien, à un moment, il écrit ça, page 152. Il parle de bibliothèque uniquement. Le système de catalogage le plus raffiné ne peut remplacer ce que les Anglais appellent le browsing, broutage. C'est une exploration ambulatoire de la bibliothèque, où le lecteur parcourt les rayons comme le client d'un hypermarché et se laisse porter comme lui par les associations en chaîne qui le renvoient d'un rayon à l'autre. Avec cette différence qu'il ne se limite pas à la lecture de l'étiquette d'un produit, mais le goûte en feuilletant le livre. Ce qui est une deuxième exploration qui se superpose à la première. Ce processus de double balayage est plus productif que la consultation de n'importe quel catalogue. Et on pense, en lisant ça, à l'utopie de la bibliothèque de Beaubourg, importée dans ces années 70 du monde anglo-saxon, qu'Escarpi connaissait bien, et qui, dans les années où il écrit, va commencer sa mise à disposition de collections au cœur de Paris, en usuel, au rez-de-chaussée du centre Beaubourg, démocratisant ainsi les pratiques séculaires des bibliothèques savantes. On pense au rêve que réalise avec son corps aujourd'hui tout lecteur d'archives qui fréquente nos salles de consultation pour dépouiller liasses et registres, mais dont les systèmes de mise en ligne d'archives, bridés peut-être par une inlassable croyance dans le web sémantique, mettront peut-être quelques décennies à être vraiment évocateurs, ce qui est notre rêve. Et voici maintenant le texte de Proust, un texte de 1905 sur la lecture, où il a parlé de recherche en archives. J'ai trouvé ça un peu par hasard il y a quelques jours, et ça m'a tellement fait plaisir. Je crois qu'il faut qu'on prenne le temps de l'écouter. Parfois même, dans certains cas un peu exceptionnels, et d'ailleurs, comme nous le verrons, moins dangereux, la vérité, conçue comme extérieure encore, est lointaine, cachée dans un lieu d'accès difficile. C'est alors quelques documents secrets, quelques correspondances inédites, des mémoires qui peuvent jeter sur certains caractères un jour inattendus, et dont il est difficile d'avoir communication. Quel bonheur, quel repos pour un esprit fatigué de chercher la vérité en lui-même, de se dire qu'elle est située hors de lui, au feuillet d'un in-folio jalousement conservé dans un couvent de Hollande, et que si, pour arriver jusqu'à elle, il faut se donner de la peine, cette peine sera toute matérielle, ne sera pour la pensée qu'un délassement plein de charme. Sans doute il faudra faire un long voyage, traverser en coche d'eau les plaines gémissantes de vent, tandis que sur la rive, les roseaux s'inclinent et se relèvent tour à tour dans une ondulation sans fin. Il faudra s'arrêter à Dordrecht, qui mire son église couverte de lierre dans l'entrelac des canaux dormants, et dans la Meuse frémissante et dorée, où les vaisseaux en glissant dérangent le soir les reflets alignés des toits rouges et du ciel bleu. Et enfin, arrivé au terme du voyage, on ne sera pas encore certain de recevoir communication de la vérité. Il faudra pour cela faire jouer de puissantes influences, se lier avec le vénérable archevêque d'Utrecht à la belle figure carrée d'ancien janséniste, avec le pieux gardien des archives d'Amersfoort. La conquête de la vérité est conçue dans ces cas-là comme le succès d'une sorte de mission diplomatique, où n'ont manqué ni les difficultés du voyage, ni les hasards de la négociation, mais qu'importe. Tous ces membres de la vieille petite église d'Utrecht, de la bonne volonté de qui il dépend que nous entrions en possession de la vérité, sont des gens charmants, dont les visages du XVIIe siècle nous changent des figures accoutumées, et avec qui il sera si amusant de rester en relation, au moins par correspondance. L'estime dont ils continueront à nous envoyer de temps à autre le témoignage nous relèvera à nos propres yeux, et nous garderons leurs lettres comme un certificat et comme une curiosité. Et nous ne manquerons pas un jour de leur dédier un de nos livres, ce qui est bien le moins que l'on puisse faire pour des gens qui vous ont fait don de la vérité. Et quant aux quelques recherches, aux courts travaux que nous serons obligés de faire dans la bibliothèque du couvent et qui seront les préliminaires indispensables de l'acte d'entrée en possession de la vérité que pour plus de prudence et pour qu'elle ne risque pas de nous échapper, nous prendrons en note. Nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre des peines qu'ils pourront nous donner.
Cette conception d'une vérité sourde aux appels de la réflexion et docile au jeu des influences, d'une vérité qui s'obtient par lettre de recommandation, que nous remet en main propre celui qui la détenait matériellement, sans peut-être seulement la connaître, d'une vérité qui se laisse copier sur un carnet, cette conception de la vérité est pourtant loin d'être la plus dangereuse de toutes. Car, bien souvent, pour l'historien, même pour l'érudit, cette vérité qu'ils vont chercher au loin dans un livre est moins, à proprement parler, la vérité elle-même que son indice ou sa preuve, laissant par conséquent place à une autre vérité qu'elle annonce ou qu'elle vérifie et qui, elle, est du moins une création individuelle de leur esprit. Voilà, on ne peut mieux dire ce qui va être dit, je pense, toute la journée, sous différentes formes. Je passe la parole à Franck. Sur ces derniers mots de la vérité, je vais essayer de rebondir pour introduire l'accueil, le recueillement et l'accueillement. Sur la vérité, évidemment, on va éviter les fake news ici. Dans document, il y a preuve, évidemment. Et donc aujourd'hui, le régime de la preuve, est en difficulté, si j'ose dire. Et c'est pour ça, d'une certaine façon, que ça réintroduit le document. Vous terminez, chers collègues, sur une vérité qui serait une vérité logique, disons en fait indubitable, et une vérité interprétative. C'est-à-dire en fait, Proust nous parle des conditions en fait de l'interprétation, de sa subjectivation, on peut dire ça comme ça. Et donc évidemment, c'est la rencontre entre le document et la donnée, quoi. La donnée au sens de la data, qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, le premier mot très vite, sur l'accueil et le recueil, l'accueillement, c'est en fait, pour nous, en fait, à l'université, plus qu'un partenariat, c'est une association. C'est un conjointement, j'allais dire, créer une sorte de néologisme, sur, des pratiques qui sont celles nouvelles pour nous de l'archive numérique, et en lien, évidemment, avec les archives départementales. Alors, ça se fait dans un cadre assez établi, puisqu'en fait, nous avons un master documents numériques et humanité digitale. Donc, il y a une pratique du document. Je reprends ton triangle corps, texte, outil. Et nous avons aussi, dans le cadre de cette association, de ce conjointement, l'idée, c'est de trouver le joint, en fait, c'est-à-dire, en fait, ce qui va faire le nœud, le nexus, j'y viendrai plus tard. Nous avons une équipe de recherche qui s'intitule, études digitales, sous-titrée documents, données, dispositifs. Et il me semble, en fait, que là encore, on est dans le questionnement que tu soulèves. Et nous souhaitons, évidemment, que continue ce conjointement, cette association qui, aujourd'hui, et ça sera mon deuxième point, a déjà un degré d'existence puisqu'elle me permet d'introduire le projet RENUM, Robert Escarpit numérique. Alors, ce projet RENUM, c'est un projet région qui a pris sa naissance autour d'une idée qui consistait à réhabiliter les archives des centres de recherche, des laboratoires de recherche en SHS. Et en particulier ce centre-là qui nous semble important, comme ça a été souligné par toi précédemment, puisqu'il s'agit d'un centre de recherche qui est le premier en France dans les sciences de l'information. Ce qui est, à mon avis, pas rien, puisque dans la configuration épistémique des disciplines, va apparaître, évidemment reconnu par les instances du plus haut niveau national, en fait, ce laboratoire et donc ces archives sur lesquelles nous allons nous tourner autour de ce fonds pour faire, en fait, l'inventaire de la naissance d'une source de cette discipline et de ses tracas, mais aussi de ses réussites. Et donc on a là, quelque chose d'important, à un moment en fait où l'information revient principalement via la donnée pour interroger l'archive. C'est ça l'idée, quoi. Et donc de remettre en tension documents et archives. C'est pour ça que personnellement, je ne souscrirai pas du tout à la définition qui a été donnée du document comme singulier, évidemment de l'archive, mais justement, ce sera, une heuristique, peut-être même une controverse qui, à mon avis, risque d'être très intéressante du point de vue du sens que ça peut produire.
Et donc, ça va être la journée, je pense, un des thèmes importants de la journée. Cette importance de l'information, Robert Escarpit l'a bien saisi tout de suite, puisque dans son traité général, il y a un chapitre assez important sur la documentologie. C'est-à-dire qu'en fait, il lance quelques néologismes. Le mot document, évidemment, apparaît, vous le savez tous, grosso modo, dans les années 30. Il lance une logie du document, ce qui, d'une certaine manière, va percuter cette vieille discipline sur laquelle j'ai quelque chose et le plus grand bien qui s'appelle l'archivistique tout à l'heure. Mais là, on a une tension en fait dans l'émergence en fait d'interrogations fondamentales relatives au texte et à sa conservation. Et je tiens à souligner le travail exemplaire qu'a fait Nicole Robin concernant le premier inventaire du fonds qui devait venir ce matin. Nicole Robin, qui est une personne âgée, évidemment, et elle n'est pas encore là, et je pense qu'elle nous a dit que, personnellement, elle viendrait si elle était en forme. Donc, le temps, on verra, le temps, donnons du temps au temps, si j'ose dire, dans l'accueil que nous espérons faire de cette personne qui a travaillé très longtemps avec Robert Escarpit. Je souligne aussi, au passage, que Robert Escarpit est à l'origine de la création de cette maison qui nous accueille aujourd'hui. L'interrogation, si vous voulez, du document chez Robert Escarpit. Aujourd'hui, nous, à l'intérieur de la pratique de notre laboratoire de recherche, par ailleurs, en fait, je dis ça, mais je co-dirige une revue qui s'appelle Études digitales, et je dis ça tout simplement parce qu'en fait, les humanités digitales rencontrent un champ plus large, qui sont en fait le renouvellement des études au sens très très large, dans un moment en fait, comment dire, où on change d'épistémie, où la data, en fait, interroge tous les savoirs. Et donc les régimes de vérité dont je parlais tout à l'heure. Donc nous, notre question aujourd'hui, c'est de reprendre la question du document dans une perspective qui est celle d'une interrogation autour de l'hyperdocument. Il y a un néologisme qui a été créé, je reviendrai tout à l'heure, par, comment dire, Escarpit, sur le document, et il a créé dans son analyse de la documentologie ce qu'il appelait le semi-document, qui était un document en fait audiovisuel. Et je l'exposerai tout à l'heure un petit peu en détail. Et l'idée aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a eu le document, le semi-document, c'est grosso modo le passage de la bibliothèque à la médiathèque. Et là, on est dans une période, évidemment, où l'hyper-document, évidemment, nous en avons le mot, mais pas encore la théorie. Et nous, notre intérêt, l'intérêt de notre discipline et l'intérêt de notre laboratoire de recherche, ça serait d'essayer de formuler des principes d'une hyper-documentarité ou d'une théorie de l'hyperdocument. Voilà l'objectif qui est le nôtre à travers, évidemment, comment dire, ce fonds Escarpit. Hyper-document, ça veut dire évidemment aussi hyper-édition et aussi hyper-lieu. Ce qui ne veut pas dire, je te rassure, la disparition des lieux. Évidemment. Donc, je n'ai pas la manie de mettre de l'hyper partout, évidemment, mais je reprendrai en fait, comment dire, une formule de mon maître, enfin d'un de mes maîtres d'ailleurs, qui a été Robert Escarpit, sur les effets dimensionnels. Ça me semble très très important, c'est très simple, l'idée est très simple. Il dit la grande dimension chasse la petite dimension, c'est la vie des Goliaths, quoi, grosso modo, mais il dit l'hyper grande dimension ramène la petite dimension. Et il dit ça à un moment, en fait, bien évidemment avant l'hyperspace. C'est-à-dire qu'en fait, l'hyperdimension, c'est-à-dire Internet, pour faire court, ramène la petite dimension. Et là, on voit bien que les effets de granularité, les effets de scalabilité, les effets d'échelle sont totalement perturbés. C'est-à-dire, évidemment là, ça pose de grandes questions. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que c'est que les régimes de vitesse? Qu'est-ce que c'est que les effets d'accélération qui sont aujourd'hui, en fait, le monde dans lequel, l'environnement, au sens large, dans lequel nous vivons. Donc ça, c'est le deuxième point, le projet RENUM, qui est un projet, et là je tiens à remercier la région, et c'est évidemment aussi sur des fonds de ce projet-là que nous avons pu participer à cet accueil. Le troisième point que je voudrais évoquer très très rapidement, c'est le titre de la journée. Pourquoi ici, en fait, c'est toi qui as choisi le titre, document parent pauvre de la donnée. Alors je me suis interrogé sur cette expression parent pauvre, et j'ai vu qu'elle apparaissait au XIXe siècle. Souvent, en fait, c'est
comment dire, un effet dans le langage assez populaire. Un parent pauvre, c'est pas le premier, c'est le second, celui qui arrive après. Et il n'est pas très pauvre, mais il arrive après. C'est pas le premier, il arrive après. Alors il arrive après quoi ? Arrive après celui qui est riche. Et je voudrais utiliser en fait une sorte de paradoxe évoqué par François d'Assise sur le paradoxe de la pauvreté et de la richesse. Et l'idée aujourd'hui, c'est que la donnée est pensée comme la richesse, évidemment. La valeur ajoutée de toutes les valeurs ajoutées, c'est la donnée, ça c'est la rhétorique, disons, contemporaine. Autrement dit, la pauvreté serait du côté du document. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on relit, François, mais pas que, on va voir tout de suite, on peut lire d'autres gens, c'est qu'il peut y avoir une véritable richesse de la pauvreté. Et que cette richesse de la pauvreté, ça serait probablement la réinterrogation du document à travers la définition d'une hyperdocumentarité, c'est-à-dire une théorie du document. Théorie du document qui est fondamentale, à mon avis, aujourd'hui, pour essayer de contrebalancer les fake news et de proposer, en fait, un nouveau régime de vérité. Ce qui est, on ne va pas la question d'aujourd'hui, mais qui est quand même un horizon d'interrogation sur les régimes de vérité et, plus exactement encore, sur ce qui fait valeur dans la relation entre richesse et pauvreté. Alors, sur cette affaire-là, ce paradoxe, ce retournement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il faudrait prendre le parti pris, je souligne d'ailleurs, parti pris, je l'écrirai d'ailleurs sans X forcément, l'idée d'un parti pris où le document peut réinterroger au plus profond la donnée, pour essayer de ne pas, être embarqué par une théorie disons qui n'existe pas d'ailleurs, de la datalogie ou de la science des données, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, qui existent, mais qui, d'une certaine manière, embarqueraient de manière définitive les conditions d'interprétation. Ce qui veut dire que nous n'aurions plus que de la computation et pas vraiment d'interprétation, et on retrouverait une opposition classique entre d'un côté l'objectivation absolue et la négation absolue de l'âme, de la subjectivité, du lecteur dont parlait Proust tout à l'heure. Il me semble que là, on est sur des choses très importantes. Le dernier point, alors très importante, si vous voulez, pour parler de ça, le dernier point, c'est l'idée de reprendre aujourd'hui, dans la publication que mon collègue qui a été cité tout à l'heure, Fabrice Papy, a eu la gentillesse de nous proposer aux éditions East, avec une traduction en anglais de surcroît, de proposer en fait un cadre de réflexion où l'origine pourrait être, disons, je soumets ça à votre sagacité, Camille Lemoine. Qui est ce Camille Lemoine ? C'est un personnage, un archiviste en fait de Lyon en 1765. Certains doivent évidemment le connaître ici, qui écrit un premier traité de diplomatique pratique. Alors pourquoi je le cite ? Pas simplement pour faire un effet de manche savant, mais je m'intéresse en fait au sous-titre. Et le sous-titre, c'est Traité d'arrangement des archives. Traité d'arrangement des archives. Et il me semble qu'aujourd'hui, le vrai sujet en fait qu'on va traiter ensemble, c'est d'essayer de concevoir un nouveau traité d'arrangement des archives, de réarrangement des archives. Alors je préfère ce terme à la réingénierie des archives. Et j'ai des collègues en fait de l'ENSIB d'ailleurs qui avaient utilisé autrefois le processus de réingénierie des archives, avec le côté technicien de l'outil qu'il faut saluer, mais qui probablement des fois, comme tu disais tout à l'heure, fait disparaître le corps et le texte. Et donc, pour terminer finalement, ça serait une double tension entre documents donnés, j'en ai parlé, mais qui serait reprise dans des conditions du numérique. Et j'ai pas le temps de faire la distinction, pour moi elle est fondamentale entre le numérique et le digital. Parce que le digital réintroduit la dimension corporelle du doigt, de la main, alors que le numérique est du côté de la computation et du côté du pur chiffre. Et là, effectivement, on doit faire attention à l'origine des mots et pas être embarqué par une sémantisation, par des calques, par des lexiques, qui nous viennent d'ailleurs.
La tension qui redoublerait la tension entre documents et archives, ça serait la tension entre web de données et web sémantique. Tu as utilisé tout à l'heure le mot sémantique, il est très très important, évidemment, puisque la sémantique est irréductible, évidemment. Irréductible, c'est au sens, elle est pas, comment dire, soluble dans le processus d'une computation qui serait elle-même pilotée par un traitement statistique. Alors, ce qui, d'une certaine manière, pose la question, évidemment, de ne pas opposer une raison computationnelle, une raison du calcul, à une herméneutique, qui serait une science de l'interprétation qui a toute sa tradition, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais d'essayer de trouver un arrangement, un conjointement, si j'ose dire, entre cette fois-ci une nouvelle herméneutique, qui serait une herméneutique du digital, et évidemment une science, comment dire, du calcul, qui utiliserait évidemment la puissance des statistiques et des mathématiques. Voilà ce que je voulais dire pour ouvrir cette journée. Nous sommes très contents, évidemment, de recevoir à l'université des gens qui sont des professionnels de l'archive. Et cette rencontre, ce conjointement, je pense qu'il sera probablement et même très sûrement à l'origine d'une très grande richesse. Merci de cette invitation. Merci.